bonsoir. Bien. Et vous? Super. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Vous avez passé une bonne journée? Très bien, oui. Pas trop fatigué? Ça, oui, un peu fatigué, mais ça va. Ça va? Oui, Super. on gère. On gère. On gère. Il est l'heure. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici pour l'émission L'activité, du moins ce Storytime, partage d'expérience qui a pour but d'inspirer, d'avoir une discussion avec un modèle pour les jeunes et de s'inspirer de son parcours, de son expérience, de ses hauts et de ses bas pour pouvoir avoir des références pour les jeunes qui participent aujourd'hui au sommet climat. Alors, nous avons comme invité le professeur May, qui est le chef de département de biologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et également coordonnateur du programme UCAD rural. Sans plus tarder, je vais laisser au professeur le soin de se présenter beaucoup plus en détail. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Aïda. Merci de me permettre de prendre part à votre très, très importante activité qui se fait autour des jeunes, qui êtes, vous qui êtes l'espoir un peu de la nation de demain. C'est pourquoi j'ai tout de suite dit oui, je vais participer parce que la jeunesse, pour moi, c'est un peu l'élément de base de tout développement. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je suis le professeur Bamsam Bombay, originaire du Wallo, plus précisément de Gaé, qui est le village natal de Seydi Hadj Malick Sy. Donc, nous connaissons bien. Alors, dans mes humanités, si vous voulez, je les ai passées au village bercé par un peu les vagues du fleuve Sénégal, où j'ai fait l'école primaire. Ensuite, bon, j'ai quitté assez tôt pour aller à Dagana, ensuite Saint-Louis et Dakar. Alors, après un parcours universitaire, aujourd'hui, je me trouve chef du département de biologie végétale depuis 2015. Je suis un peu le coordonnateur d'une formation qui est plus importante à mes yeux même que les fonctions administratives, la formation de niveau master en taxonomie, biodiversité, ethnobotanique et conservation des ressources naturelles, mais aussi coordonnateur responsable de la formation doctorale en biodiversité, valorisation de la biodiversité, conservation de la biodiversité, connaissance un peu de la biodiversité. Et puis, bon, dans les fonctions administratives, comme vous l'avez dit, le chef de département de biologie végétale, et le recteur m'a fait l'amitié de me confier le programme UCAD rural, qui est un programme de service à la communauté, où on essaie de mobiliser toutes les ressources de l'université, bien les ressources humaines, les ressources financières, tout ce que l'université en fait possède pour aider les communautés, pour de temps en temps aller travailler avec les communautés pour améliorer les conditions de vie, améliorer les déterminants du bien-être des populations. Donc, c'est ce que je fais tous les jours dans des activités ponctuelles, comme ce qu'on appelle des activités citoyennes, peut-être qu'on va y revenir, mais aussi des activités un peu plus dans le temps, d'autonomisation des femmes, des jeunes, dans lesquels nous travaillons dans des parcelles expérimentales. Et puis, bon, depuis je dirais aujourd'hui ou dans cette semaine, j'ai été également nommé le directeur de l'environnement et du cadre de vie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà un peu. L'arrêté est sorti aujourd'hui, je prends en fonction en principe d'ici une semaine, quelques jours. Bravo, voilà, merci. Professeur. Félicitations pour ce très brillant parcours et on vous porte chance puisqu'on a une nomination aujourd'hui en plein sommet climat. Donc, ouais. Ça tombe à pic. Et avant de revenir sur tous ces aspects professionnels, je vais revenir un peu sur l'aspect de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir en fait cette orientation? Alors, à vrai dire, c'est le destin. Hein. C'est un peu de la prémonition.
Pour la petite histoire, quand j'étais un peu au lycée, quand je faisais le bac, alors vu un peu la modestie des moyens dont disposaient mes parents, il faut rappeler, je suis comme la plupart des Sénégalais, issus de parents, je ne dirais pas pauvres, mais je dirais qui ont peu de moyens. Pour se faire un chemin, tout jeune Sénégalais a envie très tôt d'avoir du travail pour aller aider les parents. Et donc, quand je faisais le bac, j'ai voulu tout de suite aller à l'école nationale. Avant, ça s'appelait l'INDR, l'Institut national de développement rural, pour faire un ingénierat, avoir des aspects techniques, aller travailler assez rapidement. Ou bien faire un ingénierat un peu au niveau de l'ENCR, École des cadres ruraux de Bambey. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette année, quand j'ai eu le bac, toutes les deux écoles, l'Institut l'INDR, l'ENCR, cette année-là, n'ont pas organisé de concours de recrutement. Donc, il n'y avait pas de chance pour moi d'aller dans ces écoles. Parce que cette année-là, il n'y avait pas de concours. Au mois de septembre, j'ai reçu un courrier pendant que je passais mes vacances à Gaé pour me dire que nous sommes désolés, mais cette année, le concours n'est pas organisé. Ensuite, quelques jours après, celui de l'INDR est arrivé pour me dire également que cette année-là aussi, le concours n'était pas organisé et que j'étais directement orienté en sciences naturelles à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je devais faire mon cursus. Voilà un peu ce qui m'a orienté un peu vers SN pour que je puisse avoir ce parcours. Voilà, très, très rapidement, c'est véritablement c'est Dieu qui a tracé ce chemin pour moi pour que je... Voilà. Et vos jours à la faculté, comment ça s'est passé, votre adaptation, votre arrivée à Dakar, le changement d'environnement et tout d'un coup être projeté dans peut-être une faculté que vous n'avez peut-être pas choisie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des moments difficiles, des moments de doute lors de cette période? Oui, en fait, il y a deux aspects. L'aspect social n'était pas très compliqué parce que je venais dans ma propre famille. En fait, nous avons une famille à Dakar, donc aux allées de Centenaire, qui était assez proche de l'université de Dakar, avec un oncle qui me choyait, que je connaissais bien avant d'avoir le bac, qui m'aimait très bien et qui vraiment avait hâte que je vienne rejoindre pour un peu poursuivre les études pour pouvoir aider ma maman. Donc, je suis arrivé du point de vue social, il n'y avait pas trop de problèmes et j'avais beaucoup de copains avec lesquels on a eu le bac en même temps. On est arrivé à Dakar et l'insertion sociale, si vous voulez, n'était pas le problème. Le principal problème, c'était que quand on sort du lycée et on arrive à l'université. Le lycée, on a 20, 25 camarades de classe. On se connaissait tous, on sortait ensemble, on rentrait ensemble. On vient maintenant un amphithéâtre où vous avez même du mal à reconnaître le professeur qui est perché devant avec des discours. Et à l'époque, maintenant, ça a changé. À l'époque, il n'y avait pas de support. Je vois maintenant quand je fais mon cours, les étudiants me demandent, monsieur, où est le support? Est-ce que vous donnez le support? Je résiste toujours à donner des supports parce que j'ai formé un peu dans ce cas. Alors, ce qu'on avait, c'est que vous venez de ce système où on vous dictait les leçons, où on vous donnait tout, ensuite vous allez apprendre votre leçon, vous venez. Ici, le prof, la première que j'ai vue, c'était une blanche qui était le chef de département d'ailleurs de biologie végétale, que j'ai remplacé un peu dans cette fonction, et qui était perché avec un micro, où je voyais quelqu'un derrière lui amener un micro, installer le micro, le prof arrive avec une dame, avec sa blouse, et elle parle, et elle fait sa conférence, et nous sommes obligés de prendre note, de prendre ce qui nous intéresse, de voir quelle est la quintessence de son message, pour comprendre le message, pour pouvoir répondre après aux questions. C'était ça un peu les difficultés, mais bon, on s'est vite adapté puisqu'il y avait des aînés qui étaient là, qui pouvaient conseiller.
Ensuite, il y avait les travaux pratiques, les travaux dirigés, où d'autres profs venaient à la suite du cours magistral nous appuyer dans la compréhension des choses. Et bon, véritablement, et à l'époque, c'était pas un si grand nombre, le resto était ouvert, on n'avait pas trop de problèmes. Si vous voulez, on avait encore des fruits comme dessert après avoir mangé au resto U. Donc, ça veut dire qu'on était dans des conditions où la bourse, ce n'était pas quelque chose sur lequel on se battait parce qu'on était tous boursiers, surtout si on vient avec un certain niveau. Et Dieu fait bien, alhamdoulilah, comme je le dis, je remercie Dieu. Mon parcours de lycée a été assez bon. J'avais de bonnes notes. Je suis venu, je n'avais pas de problème de bourse. J'étais attributaire de la bourse dès le début, sans démarche pratiquement. Donc, ce qui veut dire que du point de vue social et puis pédagogique, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il fallait prendre note et il fallait beaucoup apprendre. Et maintenant, je m'étais rendu compte que là, il faut aller dans les bibliothèques, il faut aller acheter des livres, il faudra trouver d'autres sources. Et c'est ça qui a fait un peu que, bon, on s'est un peu débrouillé pour arriver à ce. Donc, énormément de travail, de recherche, de lecture et d'écriture dans les amphithéâtres de l'université. Très, très intéressant d'avoir cette vue de l'université à l'époque. Et quel a été le moment vraiment, l'anecdote décisive qui va changer un peu les choses, qui va faire la transition entre l'étudiant et finalement aujourd'hui le professeur? Quelles sont les étapes qui vous ont mené à ce jour, Oui. à ce titre? Bon, comme vous le dites, beaucoup d'efforts. Quand on s'est rendu compte de cela, bon, je me suis pratiquement coupé un peu d'un certain type de vie où il y avait la récréation et tout. Je me suis renfermé véritablement dans les études de façon très, très prononcée. D'ailleurs, j'ai un ami aujourd'hui qui est également enseignant au département de biologie végétale. Les amis de ma promotion m'appelaient le directeur du jardin botanique quand j'étais déjà en première année ou deuxième parce que je n'étais que dans le jardin botanique de la faculté en train d'étudier. Quand je viens pendant les heures creuses, j'étais dans le jardin en train d'apprendre. Donc ça, c'était... Maintenant, quand on arrive à ce niveau, bon, on fait de bons résultats, des résultats acceptables. Et souvent, comme on n'était pas nombreux, je pense qu'en maîtrise, on devait être peut-être une quarantaine de personnes en maîtrise. Et après la maîtrise, il fallait faire le DEA pour aller maintenant vers la fonction de recherche et d'enseignement. Donc, quand j'ai eu la maîtrise, nous avons au niveau de la faculté des sciences 3 départements qui concernent les SN, le département de géologie, le département de biologie animale et le département de biologie végétale. Donc, ils sélectionnaient des étudiants pour maintenant nous transformer un peu de ce niveau d'étudiants du premier cycle vers les étudiants du 3e cycle. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné dans les 3 départements pour faire mon DEA. Et comme j'aimais un peu le végétal, j'ai fait le choix du département de biologie végétale. Et là-bas aussi, quand j'ai fait l'AA, ce qu'on appelait l'attestation d'études approfondies, avec des collègues, des profs qui nous encadraient, qui m'ont remarqué très tôt, j'ai été le major de la promotion au niveau de l'AA. Ensuite, je n'ai pas eu de difficulté à avoir un mentor pour m'encadrer. Je me rappelle, quand on faisait l'examen de l'AA, le président du jury, après que j'ai eu à passer l'oral avec lui, il m'a retenu, j'ai terminé l'oral à midi, il m'a retenu jusqu'à 15 heures pour essayer lui-même de m'encadrer. En me proposant même de me proposer au recrutement sur son poste. Mais bon, comme moi, je suis quelqu'un qui demande beaucoup de conseils, je suis allé voir une tante pratiquement qui m'a eu en première année, elle s'appelle Choro Diaoso. Je lui ai demandé conseil et elle m'a orienté vers le professeur Kandura Noba, qui m'a encadré finalement. Et comme le sort également, j'y reviens, j'ai été recruté sur le poste de ce collègue qui voulait m'encadrer
coûte que coûte et qui disait qu'il allait me proposer sur son poste. Quand il est allé à la retraite, on m'a recruté sur son poste parce que j'ai appuyé le département sur beaucoup de choses à l'époque avec des infoltures, avec beaucoup d'engagement. J'ai essayé d'aider le département et quand il s'est agi de recruter, il n'y avait pas de doute que les gens allaient porter le choix sur moi. C'est ce qui a fait que c'est la transition maintenant de l'étudiant qui était là vers le professeur, l'enseignant de l'université, recruté de façon maintenant titulaire, titularisé comme enseignant. Voilà un peu. Encore une fois, des étapes très, très brillantes et voilà, beaucoup de bénédictions et de circonstances qui vous ont mené jusqu'ici. Alors, on va passer maintenant à voilà, votre vie actuelle, celle de professeur au sein de ce département de biologie végétale qui est très lié voilà, aux thématiques qu'on aborde au Sénégal, l'agriculture et notamment également même les thématiques autour du sommet qui sont celles du changement climatique. Aujourd'hui, dans votre rôle de professeur, quelles sont les actions que vous menez pour, disons, orienter vos étudiants vers la préservation de l'environnement? Voilà. Donc, dans l'action de mes actions pédagogiques. Donc, nous avons à l'université, en tant que professeur, 3 types d'activités. Des activités pédagogiques où on va dérouler des cours. Mes activités pédagogiques sont liées fortement à l'environnement parce que je suis un prof de botanique et de biodiversité et d'écologie à la base où j'enseigne aux étudiants la connaissance de la biodiversité. Pour moi, avant de préserver quoi que ce soit, il faut connaître la ressource. Et mon combat depuis tout le temps, c'est que depuis la licence, j'insiste beaucoup au niveau des étudiants pour la connaissance des espèces végétales déjà. Ensuite, au niveau de mes études, j'ai fait, comme je l'ai dit, 3 mémoires. Un mémoire de DEA sur les aspects environnementaux, de connaissance des espèces. Une première thèse de 3e cycle également sur l'environnement, connaissance des espèces, et une thèse d'État carrément sur la biologie, l'écologie des mauvaises herbes dans les champs, en étudiant un peu les interactions entre les plantes cultivées, que sont le mil et le niébé, et les adventices qui vivent. Donc, mon parcours était donc, si vous voulez, bifide. J'étais un pied dans l'environnement avec la connaissance de la ressource, le second dans l'agriculture avec la gestion toujours de la ressource, mais dans des environnements où ils ne sont pas désirés. Voilà un peu les 2 aspects. Mon combat, s'il y a un combat, c'est que je me suis dit il faut former les étudiants. Parce que pour moi, je crois que le débat du développement, le débat de la préservation de l'environnement, tout débat doit être sous-tendu par le savoir. Et je me suis véritablement donné à la formation de jeunes. Au niveau master, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons mis en place depuis 2009 un master en biodiversité, connaissance de la biodiversité, la valorisation de la biodiversité et la conservation des ressources naturelles. Et sur ça, j'ai pratiquement autour d'une soixantaine ou plus même peut-être d'étudiants en master que j'ai formés pour les mettre au service de cet environnement-là. Ensuite, au niveau doctorat, je coordonne la formation biodiversité pour essayer toujours de former les jeunes à connaître la biodiversité. J'ai une vingtaine de thèses actuellement qui sont en cours. 7 ont été déjà soutenues. Cette année, je pense qu'on a soutenu 6 thèses. La semaine prochaine, on va soutenir une autre thèse. Il y a d'autres qui sont dans le pipeline pour être soutenus. Et véritablement, le combat pour moi de l'environnement aujourd'hui, c'est de mettre en place des ressources humaines qui sont capables de prendre en charge les questions environnementales. Parce que en Afrique, je le dis souvent dans des émissions, ce que nous aimons, c'est l'émotion. Les Occidentaux nous ont dépassés parce qu'ils ont travaillé à la maîtrise de la connaissance. Nous sommes souvent dans l'émotion. Il faut travailler
à la réalité et à la maîtrise des connaissances. Donc, la formation de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui prennent le relais, et souvent d'ailleurs, j'en discutais avec un parmi eux il y a 2 ou 3 jours, où quelqu'un me disait il faut parler. Je leur ai dit à mes jeunes qui vont parler à ma place, parce que j'en ai beaucoup qui sont aujourd'hui au même niveau de connaissance pratiquement que moi, qui peuvent aujourd'hui vous parler. J'en vois dans le truc. Je vois ici Moudou Falkei, Nima. Il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui, qui sont dans notre laboratoire, qui ont eu le peu de connaissances que j'ai eues, je les partageais avec eux et qui peuvent aujourd'hui prendre en charge beaucoup de questions environnementales. Et je pense qu'ils doivent s'investir, être à vos côtés, travailler avec vous. Et je vous ai vu la dernière fois faire tout pour embrasser une formation au niveau environnemental, l'ISE. C'est la voie. La voie, c'est aller dompter le savoir pour pouvoir résoudre nos problèmes. Maintenant, sur les aspects, ça c'est la formation. La recherche, on fait beaucoup de recherches. Il y a une équipe du laboratoire qui est rentrée hier nuit, qui était à Kolda Tambacounda, en train de faire des recherches. On est en train de connaître l'environnement, de connaître un peu les rapports entre l'environnement et les populations, afin de pouvoir intervenir. Parce que l'intervention dans l'environnement, c'est très délicat. Et nous, en tant qu'humains, nous avons une forte prétention à résoudre les problèmes très rapidement. Alors qu'il faut comprendre le phénomène d'abord. Intervenir dans un écosystème, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des rapports, c'est un système. Pour agir, il faut comprendre quels sont les rapports qui existent avant de pouvoir agir. Et nous, dans le laboratoire de botanique et biodiversité, nous travaillons à comprendre ces éléments-là pour pouvoir intervenir. Et l'autre élément, c'est des services à la communauté que j'ai commencé même avant d'être étudiant même. Où chez moi, nous faisions des activités de reboisement. Il y a 2 ans, j'ai organisé en tant que coordinateur du programme ECAT rural des activités citoyennes à Niakhène, où on a organisé des activités de reboisement. De temps en temps, nous participons à ces activités-là pour rendre service à la communauté, pour essayer de comprendre. Voilà, si vous voulez, les 3 maillons sur lesquels nous sommes pour rendre service à l'environnement. Alors, merci beaucoup, professeur, pour tous ces éléments-là. Et je retiens également cette phrase « baser tout sur le savoir ». C'est vraiment ce qui apparaît de façon manifeste dans votre parcours, la recherche du savoir. Alors, je vais revenir un peu sur le programme UCAD rural. J'aimerais bien comprendre en fait les soubassements de ce programme, d'où vient ce programme et quels sont ses objectifs à court et moyen terme, voire à long terme. Alors, donc, comme je vous ai dit, à l'université, nous avons 3 missions. La première mission, c'est la formation des jeunes Sénégalais pour aller prendre en charge les aspects de la vie administrative, économique, juridique de tout le pays. Donc ça, c'est un service à la communauté, mais qui est un peu dirigé vers une élite, ceux qui ont le bac, où on les forme pour aller prendre en charge les questions de société. Deuxième mission, la recherche, où on essaie d'aller vers nos communautés, d'aller vers nos environnements pour connaître quelles sont les contraintes de développement et apporter des solutions par la recherche. Former les étudiants à la recherche par la recherche, trouver des résultats qui peuvent aller résoudre les contraintes auxquelles sont confrontées les populations. Ça, c'est les 2 missions. Très récemment, l'État nous a dit c'est bon, mais il vous faut sortir des amphithéâtres pour faire ces 2 missions et aller en contact avec les communautés locales. C'est-à-dire que maintenant, l'université ne va plus être en contact seulement avec des bacheliers, mais l'université va être en contact avec toute personne, tout Sénégalais, tout Africain. C'est ça le principe de l'UCAD, où nous allons rencontrer les dames dans leur village, rencontrer les hommes, les cultivateurs dans leur village. Et qu'est-ce que nous allons y faire? Nous allons mobiliser les ressources de l'UCAD. C'est-à-dire, les ressources de l'UCAD, c'est quoi? Ce sont les étudiants. Les étudiants, c'est de la force. Les étudiants, c'est du savoir. Nous les mobilisons et nous les amenons aux côtés de la communauté. Et de ce contact-là, nous visons 2 choses. Que les étudiants appuient les communautés
mais que les étudiants se rendent compte des communautés dans lesquelles elles sont issues. Parce que la formation à l'occidental a ceci de particulier, plus vous êtes formé, plus vous avancez, plus vous méconnaissez votre communauté. Donc, on finit nous-mêmes, on a fini par ne même plus se comprendre avec nos parents. Parce que seulement la culture occidentale, l'école occidentale nous éloigne de nos communautés. Maintenant, quand nous organisons des activités pour replonger l'étudiant dans sa communauté, ce dialogue-là change complètement l'étudiant. Ça lui permet de comprendre que voilà là d'où je viens et ici, je dois essayer de faire quelque chose. Parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir agir et imprimer un impact pour le futur. Donc ça, c'est un premier élément de transformation pour avoir de la citoyenneté au niveau des étudiants, pour le volontariat au niveau des étudiants, mais aussi des enseignants de l'université, mais aussi du personnel de l'université. Et quand on va au contact des populations, on change l'image de l'université. Parce que les gens considèrent l'université comme un prof d'université, c'est vraiment quelqu'un qui est sur les nuages, qui n'a rien à voir avec la communauté, qui ne parle pas wolof, qui est un français, bon, il est noir, mais quand même il est tubaab. Bon, nous changeons exactement cette conception où nous séjournons nous-mêmes. Nous dormons avec les étudiants, nous dormons avec les populations et nous essayons d'imprimer des changements, d'imprimer un impact. Les étudiants parce qu'ils savent, nous parce que nous savons, et les ressources financières de l'université. Nous les apportons. Nous allons également chercher les ressources de nos partenaires. C'est dans ce sens que à Niakhène, où nous avons 30 hectares, nous avons amené l'ANIDA à nous faire un forage dans le village. Nous avons amené récemment la ministre de la Femme à nous offrir une pompe solaire. Nous avons amené les Américains du Michigan State University à travailler avec nous, avec ces communautés. Et aujourd'hui, nous sommes dans un programme d'autonomisation des femmes. Nous avons pris un groupement de femmes, vous connaissez bien, vous avez suivi l'actualité, l'accès à la terre, c'est extrêmement compliqué. Nous prenons, la commune nous a donné 30 hectares. En retour, nous prenons des groupements féminins, nous les mettons avec nous dans nos parcelles, nous leur attribuons des surfaces. Donc, on règle un problème d'accès à la terre. Ensuite, nous les formons. Nous faisons un dialogue des connaissances. Ce que les communautés savent et ce que l'université sait, pour essayer, si c'est fécond, que l'on puisse en tirer quelque chose qui est bénéfique pour la communauté. Ensuite, maintenant, nous les formons aux aspects techniques de production agricole. Nous allons vers la production aquacole bientôt et la production avicole. Ensuite, nous les formons aux aspects organisationnels. Nous regardons leur niveau d'organisation des groupements féminins qui sont souvent très bas, qui ne permettent pas d'aller chercher des financements. Et donc, nous les aidons à se réorganiser, à pouvoir avoir des comptes bancaires, à pouvoir rédiger des projets, si vous voulez, bancables. Et ça permet d'autonomiser les femmes. Et la première expérience que nous avons, l'une des premières, c'est que nous leur avions attribué très peu de terre, nous les avons encadrés, nous avons mis à disposition les ressources, les semences, l'eau, l'encadrement technique. Et au bout de 5 mois, 5 groupements de femmes, dans moins de 0,25 hectares, nous ont fait 3 millions de francs CFA. Et cette expérience, Enda Ecopop l'a primée et nous avons gagné cette année le prix d'excellence du leadership local sur le volet engagement citoyen. Et nous sommes en train de poursuivre. Pendant la COVID, les gens étaient en train de se dire comment trouver à manger. Nous, les communautés avec lesquelles nous travaillons, elles sont en train là de récolter du piment et de le vendre. Elles avaient récolté de l'oignon et avec les problèmes de mobilité, on avait des soucis, mais là, l'oignon est en train d'être coulé. Ça veut dire qu'on essaie de faire de telle sorte que les populations puissent vivre de ce qu'elles ont sur place, puissent produire pendant toute l'année, parce que le problème de l'agriculture sénégalaise, c'est qu'on produit pendant l'hivernage. L'hivernage, comme votre sommet, je sais que vous allez en parler en long et en large, nous n'avons plus beaucoup de pluviomètres. Nous avons, le réchauffement climatique est là. Il y a un décalage de l'hivernage. Jusqu'à maintenant, il ne pleut pas.
il faut sortir de ces cultures pluviales. Et pour y sortir, il faut former les populations. Et nous, à Niakhène, c'est du 1er janvier au 31 décembre que nous faisons des actes de production. Nous passons, quand il y a la pluie, on fait de la production pluviale. Quand il n'y a plus de pluie, nous faisons des productions maraîchères et on change de spéculation en fonction des périodes. Ça nous permet de boucler toute l'année et de montrer aux gens que c'est possible d'avoir beaucoup d'argent avec l'agriculture en s'organisant, mais en ayant des connaissances, en pouvant être, en étant bien formé pour cela. Voilà un peu l'idée que le cadre rural essaie de mettre en œuvre pour changer de paradigme, changer d'université, qu'on soit une université de développement. On l'était, parce qu'on formait des jeunes qui allaient travailler dans les administrations. Le président de la République d'aujourd'hui est formé à l'université. C'est une université de développement. Maintenant, nous allons au contact des communautés pour régler les problèmes même de ces populations-là dans leurs chambres, dans leurs foyers. Et comme l'université a beaucoup de ressources, ce n'est pas seulement l'agriculture. Nous avons la santé, nous avons le droit foncier où on va aider les gens. Nous avons des collègues sociologues qui peuvent aller parler de la scolarisation des filles. Nous avons tenu des activités comme ça. Et l'année dernière, c'était une forte émotion que j'avais en 2018 quand j'ai dirigé cette activité citoyenne auprès de Niakhène, où je voyais des jeunes en 3e année, 4e année, 5e année, qui étaient en train de modifier même la vie des communautés en formant des dames, en soignant des jeunes, en reboisant. Donc j'avais une équipe de jeunes étudiants, mais qui se sont retrouvés, qui ont vu qu'ils pouvaient agir pour leur communauté. Et c'est ça qui est important. C'est ça que le cadre rural cherche à faire. À sensibiliser les jeunes, à les sortir de cette torpeur pour leur montrer que vous avez bien appris. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils ne savent rien, alors qu'ils ont beaucoup de connaissances. C'est au contact des communautés que ces connaissances vont jaillir. Et ça, c'est pour le bénéfice de la communauté qui nous donne nos bourses, qui nous donne nos salaires. Exactement. Et c'est vraiment un très beau travail, un très beau concept de sortir du cadre, en fait, formel de l'université pour aller au contact des populations. Et je pense aussi que ça crée des vocations au sein des étudiants. Ça les renforce aussi, comme vous l'avez si bien dit, dans leur capacité à comprendre qu'ils sont capables de changer les choses et d'agir. Et je vais revenir sur un passage juste de votre allocution qui était un peu axé sur le fait que nous amenons quelque chose, mais nous apprenons des populations. Alors, c'est vraiment un concept également qui fait beaucoup réfléchir parce qu'aujourd'hui, face à la lutte sur les changements climatiques, on a énormément d'experts qui nous parlent de ces changements, qui nous parlent des impacts de ces changements. Mais est-ce que l'interrogation par rapport au vécu des populations, est-ce que ce contact des populations aujourd'hui est réel? Alors, en tout cas, nous y travaillons. C'est réel parce que nous sommes au contact des populations, nous apprenons beaucoup. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, nos prétentions. Souvent, quand vous êtes à l'université, quand vous avez votre bac, vous allez à l'université, vous allez considérer que celui qui est resté au village ne sait rien. Et quand vous venez avec lui, c'est à vous de lui apprendre des choses. Nous avons connu beaucoup d'échecs quand nous sommes allés au début de nos productions avec Niakhène. Parfois, nous avons tardé à démarrer la campagne, alors qu'une dame, quand j'ai organisé une réunion de bilan, elle m'a dit tol, tel, tew, toy. Donc, il faut venir très tôt dans les champs. Ça veut dire que nous sommes restés à Dakar, on attend qu'il y ait une pluie, on arrive, alors que les gens ont commencé à travailler il y a 2 mois dans leur champ. Donc, tel, il faut se réveiller très tôt. Il faut qu'il y ait de l'eau, toy. Et il faut la présence, tew. Donc, ça, c'est des concepts que vous n'avez, on ne l'écrit pas sur le bouquin. Mais au contact des populations, vous venez avec tout le savoir que vous avez, le savoir livresque que nous apprenons dans les livres, que on nous appelle des professeurs d'université, mais quand vous allez sur le terrain, il y a quelqu'un qui vous trompe, qui vous leurre tout de suite parce qu'il n'est même pas allé à l'école, mais il vous leurre. Parce que ce n'est pas simplement des connaissances qu'on écrit et qu'on apprend. Et c'est ça qu'on doit rechercher.
c'est-à-dire la valorisation du savoir local. Et ça, c'est un point fort du programme U4 Rural. Nous faisons, les jeunes qui sont avec nous, nous faisons beaucoup d'engagement. Je le disais tout à l'heure. Les jeunes sont rentrés hier nuit vers 23h de Tamba Kolda en train de voir quel est l'impact des changements climatiques sur les activités même de production d'État, de la pauvreté des zones reculées de Kolda. Et ces personnes-là, peut-être ont des solutions, mais n'ont pas de moyens. Les personnes savent. Je vais vous dire un exemple. Vous savez, quand on cultive dans certaines zones, vous avez un certain type d'espèces que les gens laissent dans les champs. On ne sait pas pourquoi. Parce que quand on vient, moi je suis un malherbologue, je travaille sur les adventices, je me dis, bon, les adventices, il faut les couper. Mais les populations laissent certaines espèces. Mais pourquoi? Parce qu'il y a certaines espèces qui vont vous garder un taux d'humidité dans le sol, qui vous permettront de récupérer. Mais ça, si vous voulez les voir en train de mettre les sols, vous, en tant que chercheur, vous allez dire non. Ils n'ont pas compris, il faut enlever toutes les espèces adventices. Ce n'est plus c'est pas de l'agroécologie. C'est d'ailleurs le débat que j'ai toujours. Les gens pensent que l'agroécologie, c'est une chose nouvelle et que l'on doit faire de la transition agroécologique. On doit aller chercher les populations, les amener vers l'agroécologie, alors que les populations, depuis des millénaires, sont dans l'agroécologie. Si vous voyez dans des champs, on laisse le cadre. Les populations savent que le cadre enrichit le sol. Mais nous, scientifiques, nous savons après ça que c'est parce qu'il y a des micro-organismes au niveau des racines qui fixent l'azote atmosphérique et qui enrichissent le sol. Mais ça, nous, en scientifique, nous l'avons su après. Mais eux, en tant qu'observateurs de la nature, ils le savaient et ils ont laissé le cadre dans leur champ. Et ça veut dire que l'agroécologie était là-bas déjà depuis longtemps. Donc ça veut dire que les connaissances locales, je le dis souvent à mes étudiants, quand on fait même des enquêtes, je leur demande de s'asseoir par terre et de donner la chaise à la personne à qui on pose des questions. Parce que c'est la personne, si vous êtes en bas, la personne à qui vous posez des questions est sur la chaise, elle va se considérer un peu rehaussée et tout ce que vous voulez, elle va vous donner cela. Et c'est ça qui permettra, avec vos connaissances livresques, de faire le bilan. Parce que souvent, nous, ce qu'on apprend, c'est des choses, c'est nos ancêtres, les Gaulois, des choses qui ont été trouvées en Europe, en Occident, et puis on vient les plaquer sur des cultures qui sont complètement différentes de ce que nous savons, de ce que nous sommes en réalité. Et il nous faut nous réconcilier avec nous-mêmes en allant vers ces communautés, en sachant, en nous reposant les questions que nous devions savoir. Nous l'avions oublié, mais on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas oublier de là où nous sommes venus pour savoir que nous pouvons bénéficier des connaissances de ces populations. De mon Gaïa natal, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être valorisés et qui peuvent nous valoir du développement. Mais en tant que scientifique, je vais me dire que ça c'est des connaissances locales. C'est eux qui ne savent pas, ils sont arriérés. C'est moi qui sais. Quand je viens, je leur donne des leçons, alors que c'est exactement le contraire. On doit s'écouter mutuellement, essayer de voir ce qu'ils font et essayer de leur donner un soubassement scientifique et de le valoriser au niveau scientifique et d'en tirer profit pour toute la communauté. Alors, super, moi je suis fan du concept et de cette reconnexion entre l'université et la communauté, comme l'université comme appui à la communauté et également la communauté comme appui pour l'université. En tout cas, c'est un concept qui est magnifique. Alors, une nouvelle est tombée aujourd'hui, c'est une question qui n'était pas prévue, mais vous êtes aujourd'hui nominé en tant que directeur de l'environnement à l'université. Quelle sera votre mission à votre nouveau poste? Alors, nous avons un peu travaillé au niveau de l'université sur deux aspects. Il y a l'environnement, il y a le cadre de vie. Nous savons aujourd'hui que quand les jeunes veulent partir à l'étranger, il y a certainement les connaissances, mais il y a certainement le cadre de vie qui change complètement. Et moi, mon cheval de bataille, c'est de dire, nous devons créer toutes les conditions pour que les jeunes se sentent bien là où ils sont. Et donc, chez moi, j'ai fait quelques petites actions au niveau du département avec nos collègues et les étudiants qui ont beaucoup appuyé pour améliorer un peu le cadre de vie de notre département pour que les gens, quand on s'y trouve, qu'on ait
l'amour de travailler. Parce que si vous êtes quelque part où vous êtes dans votre... si la chambre est sale, si vous n'avez pas envie de travailler. Et l'Occident le sait. C'est des salles hyper clean. C'est un environnement qui vous pousse au travail parce que c'est gai. Donc ça, c'est un élément important sur lequel nous voulons changer de cap, transformer complètement le visage, si vous voulez, de l'université pour qu'on soit plus attrayant, plus propre, avec une sécurité, une hygiène qui permettra ça. De l'autre côté, c'est l'environnement. Nous sommes dans environ 75 000 hectares à l'université. 75 hectares, autant pour moi. Nous oscillons entre 70 000 et 80 000 étudiants. C'est une grosse ville. Et cela avec un impact certain sur l'environnement. Mais nous sommes une société savante. Nous avons des étudiants qui ont appris, qui savent. Nous avons des autorités qui peuvent permettre un peu de valoriser ce potentiel-là pour permettre d'agir sur la dégradation de l'environnement, aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Donc, au niveau interne, améliorer l'environnement de l'université, parce que il nous faut un peu revégétaliser, il nous faut reprendre le cadre, mais il nous faut repenser notre rôle en tant qu'université pour agir sur l'environnement du Sénégal, de l'Afrique. Comment travailler sur nos rapports que nous avons entre les ministères de l'Environnement, le ministère, les directions de ce ministère-là et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quelles sont les ressources, comme je l'ai dit, que nous pouvons mobiliser au profit de ces structures administratives, de ces structures qui travaillent à récupérer notre environnement. Et au niveau de l'UCAD, nous générons beaucoup de déchets, des déchets en papier, d'autres types de déchets organiques que nous pouvons valoriser en biogaz, que nous pouvons valoriser en compost. Nous avons les déchets en papier que nous pouvons valoriser en même tablette, hein, de là où on pose les œufs. Il y a énormément de chantiers qui nous attendent aujourd'hui pour essayer de faire de telle sorte qu'à l'université, qu'on économise de l'eau, qu'on économise l'énergie et que l'on puisse également impacter sur ces changements-là, par le comportement, l'éducation environnementale des étudiants, l'éducation environnementale des professeurs, et que cette éducation, quand on part de l'université avec cela, on peut, partout où on ira, impacter les autres composantes de notre société. Voilà quelques éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler pour construire les images de la parce que c'est une direction qui est nouvellement créée à l'université pour prendre en charge cela. L'occupation irrégulière, il y a énormément de tâches que le recteur nous a confiées pour essayer un peu de faire de la remédiation, pour améliorer nos conditions d'apprentissage, nos conditions de recherche, nos conditions de vie de nos étudiants que l'on accueille au niveau de l'université pour les amener. Merci beaucoup, professeur. Félicitations encore pour cette nomination qui est amplement méritée et j'espère que votre vision sera réelle au niveau de l'université et s'accomplira de façon réelle. Alors, on va passer à une autre phase de ce story time. Nous avons beaucoup discuté et je pense que nous connaissons beaucoup d'aspects de votre vie et de votre personnalité. C'était très intéressant. On va laisser la parole aux participants qui vont vous poser des questions. Ça va devenir interactif. Donc, pour tous ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez juste lever la main au niveau de l'icône de main de votre écran ou sinon écrire directement sur la barre de conversation comme vous avez déjà commencé à le faire. Donc, il y a énormément de messages de félicitations pour votre nomination, professeur, et d'autres messages de félicitations sur votre parcours. Nous attendons vos questions pour le professeur May. Alors, on va leur laisser le temps de réflexion. Moi, j'aurais peut-être une question à vous poser en rajoutant si une question n'est pas déjà arrivée.
Alors, ce sont des messages de félicitations. Donc, beaucoup de bonsoir et de félicitations pour le professeur, pour la nomination. Donc, moi, j'aurais quelque chose à vous poser comme question. On peut sortir de ce cadre-là. Alors, en tant que professionnel, comment créer cette balance entre, par exemple, sa vie familiale et sociale et ce rôle que l'on tient au sein de l'université en tant que professeur, etc. C'est vraiment beaucoup de questions que les jeunes se posent actuellement. Si aujourd'hui je choisis cette voie, est-ce que vraiment je peux trouver un équilibre au niveau de ma vie familiale, etc. Alors, oui, c'est une excellente question. Mais s'il y a un conseil à donner, il faut réfléchir sur les objectifs de sa vie et conscientiser les gens avec qui nous sommes. Parce que si vous voulez avoir un impact sur votre communauté, c'est vrai, nous sommes complètement aux antipodes de l'Occident où tout est bien fait, ficelé, où les gens se permettent des congés, des repos et tout. Ceux qui me connaissent savent que pratiquement je ne me repose pas. Moi, je fais 7 jours sur 7. Je vais au bureau pratiquement à 6h30, 7h du matin et j'y sors vers 20h30, 21h pour éviter même les embouteillages parfois. Et comme il y a beaucoup de tâches, des tâches administratives à côté des étudiants que je vois ici également qui toquent pour qu'on regarde leurs documents, qui pensent qu'on peut négliger à côté de tout ça. C'est véritablement un sacerdoce, c'est un don de soi. C'est-à-dire que si on pense être professeur d'université, bon, il y en a, c'est plusieurs types. C'est pourquoi il faut réfléchir sur son objectif. On peut se dire, moi je suis prof d'université, j'ai 6 heures par semaine de cours, je vais les donner et je vague à autre chose. Je m'occupe de ma promotion personnelle, je m'occupe de ma vie familiale et ainsi de suite. Mais je ne pense pas, en tout cas, à mon avis, moi, que Dieu nous a fait venir sur cette terre pour regarder notre ego. Je le dis souvent à mes étudiants, le corps, il se fatigue, mais Dieu a placé l'âme dans notre corps. L'âme a une mission, et cette mission-là, il faut faire de telle sorte que l'on puisse, demain, quand le professeur Mbaye sera de l'autre côté, je le dis souvent aux étudiants, je ne meurs pas, et chacun rigole, je leur dis, bon, je suis là, moi, je suis un Highlander, mais c'est parce que simplement, je compte laisser à la génération des choses qui sont visibles, c'est-à-dire que former des jeunes, faire des éléments de recherche, impacter les communautés, de telle sorte que même si on part de l'autre côté, on aura laissé quelque chose. Et nos enfants, moi, j'y suis venu au monde par un père qui n'a jamais été à l'école, par une maman qui a été jusqu'à la classe de CE2, je pense, ma mère. Et je me retrouve aujourd'hui prof d'université. Cela veut dire que ce n'est pas eux qui ont fait, c'est pas parce que je suis prof d'université, je dois encadrer mes enfants de telle sorte que mes enfants deviennent. C'est-à-dire qu'il y a toute notre responsabilité familiale, parentale que nous devons assumer, mais n'oublions pas que Dieu également a créé les gens et que Dieu permet à chaque personne de pouvoir résoudre ses problèmes. Je suis moi, je fais tout ce que je peux. Dieu m'a donné une épouse, m'a donné des enfants. Je vais faire tout ce que je peux pour que ces enfants aient un chemin. Mais il ne faut pas que je me mette à la place de Dieu pour dire que je décide de leur position. Et donc, moi, je vais les aider, mais j'aime bien aussi aider les enfants des autres qui peut-être n'ont pas de parents qui sont arrivés à ce niveau-là pour les aider. C'est donc un don. Il faudrait savoir que on se donne à une communauté. Si on est prof d'université véritablement ou simplement un bon citoyen, ce que j'aspire à être, c'est de pouvoir mettre mon énergie, mettre ma connaissance, mettre même ma santé au profit de ces communautés-là. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup de temps de répit, de repos. Ça agit un peu sur la santé, mais Dieu fait bien les choses. Dieu me donne un peu quelques médicaments. Quand je les prends, je suis un peu revigoré.
Alors, merci, professeur. On voit beaucoup de passion dans votre discours. On va prendre les questions. Il y a beaucoup de mains levées et des questions de la barre de commentaires. On va essayer d'être concis quand même pour vous permettre quand même aujourd'hui de vous reposer un peu. Vous le méritez. Donc, on va prendre Guy. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Je peux vous ouvrir votre micro. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Ah voilà, ok, c'est bon. Oui. Bon voilà, je remercie le professeur parce que dans son discours, il a parlé d'un élément essentiel, c'est surtout les connaissances traditionnelles. Les connaissances, disons, pas traditionnelles, mais qui sont d'ailleurs sur le milieu. Parce que la plupart, beaucoup de projets, d'ailleurs, ont eu des échecs en matière d'infrastructure parce qu'on n'a pas tenu compte de ces connaissances-là. Donc, vraiment, c'est extrêmement important parce que là, la plupart de nos connaissances discursives, légalisées et tout, ne prennent pas en compte de toutes ces sciences. Parce que même en agriculture, il y a certaines populations qui utilisent surtout le rôle spécifique de la matière organique sans pourtant passer par des engrais. C'est des connaissances que malheureusement, qu'on ne tient pas en compte. Ce que je voulais demander au professeur, c'est comment trouver des solutions pour valoriser ces connaissances-là qui auront des réponses scientifiques par rapport à la connaissance. Merci. Je peux répondre directement ou j'attends? Vous pouvez répondre directement, comme ça. Merci, M. Gay. En fait, c'est que en tant qu'universitaire lettré, souvent, ce qu'on pense, c'est que nous avons une préséance sur les communautés. Alors que généralement, je le disais tout à l'heure, la communauté vous observe. Quand vous venez, la communauté sait beaucoup plus de choses sur vous. Et la communauté sait déjà, est-ce que vous avez de l'argent? Parce qu'en fonction du véhicule que vous amenez, la communauté va dire, celle-là, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de choses. Et ils se désintéressent. Est-ce que l'immatriculation de votre véhicule, ça renseigne la communauté sur nous. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on doit travailler avant d'aller vers la communauté. Maintenant, quel est notre rôle? Parce que je pense parler à une audience de jeunes très engagés, chercheurs, scientifiques. Je l'ai dit au début de mon propos, le savoir. Mais c'est quoi le savoir? Mais quand vous allez dans une communauté, vous voyez les gens faire une activité. Nous, en tant que scientifiques, mais c'est de comprendre l'activité, qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Et nous l'analysons sous notre microscope maintenant, parce que nous avons des éléments de science. Nous savons qu'il y a des micro-organismes, nous savons qu'il y a tel. Il faut que les étudiants fassent des mémoires sur ces actions que les populations sont en train de faire. Et ces mémoires-là, c'est ça qui permet de valider scientifiquement, de les publier scientifiquement, de les breveter. Mais comme je l'ai dit récemment dans une émission, c'est le savoir local. Le savoir local a un prix. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez voir quelqu'un qui soigne par les plantes, vous voulez que la personne vous donne ses recettes. Oui, elle va vous dire oui, elle vous donnera que le nguer soigne la toux, mais il va s'en arrêter là. Vous ne saurez pas comment la personne a fait pour soigner avec le nguer. Mais si vous voulez le savoir, il faut un contrat, un partenariat, de telle sorte que vous allez travailler sur ça, vous allez le publier et le breveter, et lui, il aura sa part de l'argent qui va découler de cela. C'est ça le truc de Nagoya, où on essaie de valoriser la connaissance locale. Il faudrait qu'on donne du prix à la connaissance locale. Et pour lui donner du prix, il faut que nous, les scientifiques, vous qui êtes les jeunes en train d'étudier, qui serez demain les professeurs, que vous preniez des étudiants dans ces aspects-là, pour aller voir qu'est-ce que la communauté fait. Et ce que la communauté fait, comment est-ce qu'on peut valoriser ça au niveau scientifique? Toutes les connaissances aujourd'hui que nous avons scientifiques, c'est juste le résultat d'observation. La pomme qui tombe, on sait que quand quelque chose tombe, le centre de gravité, ça va vers le bas et ça ne va pas vers le haut. Et on essaie de voir quel est le soubassement scientifique. Et nos actions-là, ce que les populations font, il faut qu'on les interroge en utilisant nos technologies et nos connaissances scientifiques pour leur donner une validité.
scientifiques, les publier, les valoriser et également revenir à la population pour leur donner leur dû. Ne pas se dire que c'est M. Gueye qui a trouvé ce concept, ce qui se peut faire. Vous allez chez un paysan, il vous donne une recette, vous faites une publication, vous faites une thèse, après on va dire que Gueye est un héros parce qu'il a trouvé une potion. Alors qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, il a fait il faut associer le nom de cette personne-là avec Gueye parce que c'est ensemble qu'on a trouvé quelque chose pour que les populations puissent accepter de vous donner les recettes et les secrets. Merci, professeur, pour cette réponse. Alors, j'espère que Gueye est satisfait de la réponse. On va passer à M. Abdou Thiaw. Si vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. On va essayer d'être plus bref pour permettre à tout le monde de faire passer sa question. Il y a beaucoup de mains levées. Voilà, bonsoir, professeur. Bonsoir, Abdou. Voilà, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Abdou Thiaw. J'étais un de vos élèves. D'accord. Vous m'aviez en TP Bota. J'espère que vous ne m'avez pas trouvé un surnom. TP Bota. Donc, au lycée technique agricole Aimé Badiane de Bignona. Ouais. Je suis par ailleurs un sortant du master GEDA. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, je vous remercie et vous félicite par la même occasion pour ce brillant parcours. Et remercier aussi Madame l'animatrice. Elle a fait un excellent interview. Voilà. Donc, je voudrais savoir, professeur, dans la gestion des déchets à l'UQAD, que pensez-vous de l'idée de mettre en place un grand biodigesteur, surtout ceux animaux? Alors, je ne sais pas si vous avez... Vous m'entendez? Vous pouvez répéter? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je disais que pour la gestion des déchets à l'UQAD, que pensez-vous de mettre en place un grand biodigesteur pour contribuer à la valorisation des déchets, surtout ceux animaux, d'origine animale? Je voudrais savoir également, lors de l'UQAD, dans le cadre de l'UQAD rural, quel genre de production vous faites avec les femmes? Est-ce que c'est une production biologique ou bien c'est une production intensive? Voilà, merci beaucoup. Voilà, ciao, merci. Alors, pour très rapidement, hein, pour la gestion des déchets, nous étions seulement hier en réunion sur ces aspects parce que nous sommes en collaboration avec l'UCG, avec la coopération canadienne, qui veut un peu valoriser les déchets ménagers organiques pour un peu la production de gaz, de biogaz. Alors, et la proposition, il y a le financement est canadien normalement et il devrait arriver, normalement c'est 2020, mais on va pousser un peu jusqu'à 2021 pour installer un gros biodigesteur. C'est ça, le principe, c'est ça, on veut un gros biodigesteur. La discussion maintenant, c'était de dire, est-ce qu'il est pertinent à l'université sur 75 000 hectares avec 80 000 étudiants de mettre un biodigesteur avec la production de gaz méthane, avec tous les dangers que ça peut produire? Est-ce que c'est pertinent avec toutes les nuisances, peut-être même au niveau de l'odeur que ça peut dégager? Et la pertinence sur la réutilisation, parce que c'est un peu une grosse affaire hein, au niveau de l'économie. Et la discussion, c'est de dire comment faire pour le délocaliser, c'est-à-dire travailler sur la gestion des déchets. Ça, c'est un acquis. On est en train de discuter sur où est-ce qu'on va implanter le gros biodigesteur. Ça, c'est l'acquis. Nous sommes en train de dire, est-ce qu'on peut aller plus loin, aller l'amener à Niakhène? Mais on est en train de travailler sur les coûts. Est-ce qu'on peut prendre les éléments organiques, les amener dans notre parcelle où on est un peu dans la brousse pour le faire et récupérer le gaz, le réutiliser, et ça peut être même bénéfique pour les populations locales. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement le chemin dans lequel nous sommes en train d'aller. Ce n'est pas seulement les biodigesteurs, mais nous allons installer également de petites unités de compostage, dont un normalement dans le jardin botanique,
très rapidement, et un autre au Bergem, on est en train de réfléchir sur ça. Le second aspect, c'est la production, le type de production. Les populations, nous travaillons avec elles sur les productions maraîchères. Et ce que nous faisons, c'est que la fertilisation, nous avons un contrat, si vous voulez, avec les communautés. Elles amènent le fumier et nous amenons l'eau, nous amenons comment dirais-je, les semences, la technologie. Et elles amènent le fumier. Et vous les verrez prendre le fumier dans les têtes, dans les brouettes, dans les charrettes pour les stocker et après les mettre au niveau des plants. Donc, nous sommes en train de travailler le moins possible. Et je pense qu'on n'utilise pas pour le moment. J'ai quelqu'un qui est là-bas, Mourouka, qui nous représente là-bas, mais je n'achète pas de produits chimiques, sauf dans des cas où il y a des attaques qui peuvent causer des dommages ou pour juste régler un certain nombre de problèmes phytosanitaires. Mais là, pour la fertilisation du sol, nous sommes en train de travailler à gérer cela par l'aspect biologique. Et en plus, il y a un étudiant qui est Oxens, qui travaille dans l'économie d'eau et dans la fertilisation en utilisant les micro-organismes. Il est en train de faire une thèse sur place pour voir comment économiser l'eau, comment utiliser les techniques de mycorhisation associées à l'utilisation de l'argile pour un peu économiser l'eau, mais aussi améliorer la fertilisation des sols sans avoir recours à des produits chimiques à outrance. Alors, beaucoup de travail qui est fait et j'espère que vous êtes satisfait de la réponse, Abdou. Donc, on va passer à Fatou Diouf. Donc, Fatou, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame l'animatrice. Et en tout cas, toutes mes félicitations au tonton professeur Mamsamba Mbaye. En tout cas, je trouve que ça, c'est seulement le début parce que nous restons convaincus que Dieu est là et il est juste et équitable et il récompense toujours les efforts fournis. Parce que cette nomination n'est que le début de votre carrière. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire est que accrochez, allez-y, nous sommes derrière vous. Donc, pour revenir, professeur, en tant que directeur de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, quelle stratégie allez-vous adopter pour ancrer l'idéologie environnementale à la communauté estudiantine? Une deuxième question. Comment allez-vous motiver les étudiants à faire de la consommation durable? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, à l'université, les gens utilisent les ressources de façon irrationnelle. En commençant par l'électricité, par l'eau, parce que beaucoup d'étudiants vous disent que ça, c'est le bien commun. Et qu'au Sénégal, on n'a pas tendance à gérer le bien commun. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ma nièce Fatou. Et nous vous remercions et par vous, nous voulons transmettre nos remerciements au programme Jeunesse en agriculture, qui d'ailleurs m'a fait connaître Aïda, qui m'a impressionné parce que dans mon jeune âge, je faisais presque ce qu'elle est en train de faire. J'étais très actif dans l'appui à la communauté. Je dirigeais les associations chez nous, des jeunes élèves originaires, élèves et étudiants originaires de Gaïa. On faisait beaucoup d'actions pour appuyer la communauté. Et quand je suis allé à Kaolack pour la formation des formateurs sur le développement positif des jeunes, quand je l'ai vu parler, et les autres jeunes, ils m'ont un peu replongé presque dans ma jeunesse. J'ai été très séduit par leur parcours, ce qu'ils sont en train de faire en tant que jeunes. Et je pense que c'est ça la voie. C'est pourquoi, quand elle m'a dit qu'il faut participer à ça, je pense que même si je ne pouvais pas, je devais ramper, je le ferai parce que je vous tiens beaucoup en estime par rapport à cela. Pour ce qui est de l'université,
je commencerai par la consommation des étudiants. Les deux questions sont liées, c'est juste de l'éducation environnementale. Mais nous avons, en tant que direction de l'environnement, d'ailleurs, moi, c'est un peu comme ça que je travaille souvent, j'aime bien faire intervenir toutes les composantes et les étudiants en premier. Et il faut placer les étudiants devant leurs responsabilités. Nous avons parlé tout à l'heure d'aller vers les communautés et de leur montrer que vous savez et que ce que vous savez, on peut l'utiliser. Mais c'est la même démarche que nous devons faire avec les étudiants. Et ça, je ne l'ai pas seulement tiré de vous, mais vous l'avez appuyé avec le programme 4H. Parce qu'on a dit que les jeunes sont des ressources à développer, mais pas des problèmes à résoudre. Tout cela, c'est parce que parfois on a des comportements de frustrés, parfois on ne sait pas. Mais le contact dont j'ai parlé tout à l'heure, amener les étudiants auprès des communautés pour voir que nous avons le courant à volonté, mais quand vous allez juste à quelques kilomètres, les gens ont la bougie. Nous mangeons quand nous voulons, mais à côté, il y a la faim. Ces éléments-là sont des éléments qui peuvent inverser les tendances. Et ce que nous pensons, en tout cas moi, ce que je pense faire, c'est intégrer. Les étudiants vont être la cheville ouvrière de cette direction pour travailler aux côtés des autres étudiants. Parce que moi, peut-être je suis encore un peu éloigné des étudiants. Peut-être que mon discours ne portera pas, mais un étudiant qui viendra parler aux autres étudiants, ça va permettre de porter. Et je vais compter sur cela. Je ne peux pas encore donner toutes les stratégies parce que nous avons certainement la nomination, l'arrêté et le truc. Nous allons travailler avec l'autorité pour prendre la commande de l'autorité, voir comment est-ce que l'autorité veut que les choses bougent. Nous allons y mettre notre touche. Moi, ma touche, c'est très simple. J'aime faire travailler les autres. Tous mes étudiants qui sont avec moi le savent. Et j'en vois certains dans le panel. Je vais faire travailler les étudiants et on va mutuellement nous informer. Et si vous avez suivi, j'ai dit que nous voulons aller vers l'économie d'eau, l'économie d'énergie et l'économie des autres aspects de nos autres ressources. Ça veut dire qu'il faut placer l'étudiant au cœur du dispositif. Merci. Merci, professeur, pour cette réponse. Avant de prendre les questions de Modou et de Ousmane Touré, on va passer aux questions sur la barre de conversation. Donc, à la question suivante, comment faire pour inviter UCAD Rural pour une visite d'échange interacteur? C'est une question de Célestin Samba. Comment faire pour inviter UCAD Rural pour une visite d'échange interacteur? Inviter UCAD Rural, c'est l'élément le plus simple. Si vous avez mon mail qui circule partout, msmbay@yahoo.fr, sur le mail que j'utilise le plus, le mail institutionnel mam.mbay@ucad.edu.sn, vous m'envoyez juste une invitation, vous nous invitez. Nous sommes en comité de pilotage, je dirige un comité d'environ 7 personnes et avec chaque fois que de besoin, on s'ouvre aux autres collègues. Nous avons une réunion lundi déjà où on va travailler sur des aspects du projet. On soumet la question, on se dit, voilà, nous sommes invités quelque part, voilà les objectifs de l'invitation, comment est-ce qu'on peut faire et qui peut aller à cette invitation et on viendra. L'UCAD Rural, nous voulons aller vers les communautés. Ceux qui vont nous solliciter, nous verrons, Inch'Allah. Donc, Célestin, envoie ton mail et l'UCAD Rural sera là pour toi. Donc, une question pour Modou Touré. Bonsoir à tous. Professeur, quel est le bilan actuel du projet UCAD Rural et quelles sont les perspectives? Alors, bilan c'est assez chargé comme terme à dire quand on est à mi-parcours. Même pas mi-parcours, parce que l'UCAD Rural, le recteur a dit à Niakhène, tant que Niakhène existe et que l'université Cheikh Anta Diop existe, l'UCAD Rural va exister. Donc, dresser le bilan, ça va être extrêmement compliqué. Mais l'UCAD Rural travaille sur 2 aspects. C'est-à-dire qu'il y a les actions ponctuelles où nous faisons des activités citoyennes. Ces activités citoyennes, nous nous préparons avant de partir, où on organise une réunion avec tous ceux qui vont y prendre part. Et au retour, nous faisons une réunion de bilan pour dire comment est-ce que nous avons impacté et nous avons fait des communiqués. Pour dire, nous avons formé tant de personnes, nous avons soigné tant d'animaux, nous avons formé tant de femmes, et tout ça, c'est des éléments disponibles sur lesquels on travaille.
Sur l'aspect formation avec les dames, c'était un financement avec le Michigan State University. Après l'action, nous avons fait le bilan et le projet, c'était sur 17 mois, il est terminé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Les actions que nous sommes en train de faire continuent au profit des dames en cherchant d'autres partenaires qui sont en train de se joindre à nous. Le bilan, dire exactement, j'ai tous les éléments de coût de ce qu'on a investi, ce qu'on a gagné, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ça nous l'avons, mais ça ne peut pas être encore à cette étape-là un bilan comme on peut l'entendre dans ce terme. Les perspectives, c'est de nous rapprocher, c'est véritablement de mobiliser toute la communauté universitaire. Tous les étudiants doivent être au courant du programme et doivent venir participer au programme. Nous sommes en train de préparer. Malheureusement, la COVID a un peu agi sur notre programme. Cette année, nous avons une activité citoyenne. Et on devait l'organiser à Sandiara et à Niakhène. Et nous allons multiplier les sites. Nous avons l'appui de certaines autorités qui parfois nous donnent de l'argent pour permettre de le faire, pour mobiliser les étudiants dans le style de volontariat et les envoyer à travers le Sénégal pour être en contact avec les communautés et valoriser les savoirs et aider les communautés. Maintenant, l'autre perspective, c'est que nous avons des actions qui sont un peu sur le temps. Ce que nous sommes en train de faire à Niakhène, c'est qu'on installe ce qu'on appelle des plateformes d'échange, des plateformes de production où on organise le dialogue entre les différentes institutions. On organise le dialogue entre les différents acteurs. On organise le dialogue entre les différents savoirs. Et là, nous avons le site pilote qui est à Niakhène, mais nous sommes en train de nous déployer vers Sandiara, où les autorités sont en train de nous octroyer des superficies et nous avons l'appui de l'Office chérifien des phosphates, de OCP du Maroc, avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, où nous allons nous déployer sur Sandiara pour construire une ferme expérimentale et travailler avec la commune de Sandiara. Il y a d'autres communes qui veulent également qu'on vienne. Nous sommes en train de travailler à ça, mais notre objectif, c'est d'essaimer et d'aller partout au Sénégal et d'avoir véritablement la présence de l'UCAD auprès de toutes les communautés en amenant nos partenaires avec nous. Parce que l'UCAD peut mobiliser des universités, l'UCAD peut mobiliser des partenaires financiers pour aller auprès des communautés, voir quels sont les problèmes, comment les régler, mais avec la participation de la communauté. Voilà un peu la grosse perspective sur laquelle nous sommes en train de travailler, Touré. Alors, il y a Sériman Sissé qui demande, bonsoir, une question pour le professeur, à savoir comment faire pour élargir le programme afin de toucher les autres universités du Sénégal. Alors, le programme UCAD Rural, c'est un programme d'opérationnalisation de ce qu'on appelle le service à la communauté, qui est une mission de toutes les universités. Et chaque université a son plan de service à la communauté. Nous étions le vendredi passé à 17h, je suis en train de faire une présentation dans un panel comme ça, où toutes les universités ont présenté également leur action de service à la communauté, les unes ponctuelles, les autres universités ayant des actions beaucoup plus structurées, comme l'UCAD Rural, où nous avons un comité de pilotage avec, c'est depuis 2001 que l'UCAD Rural est là, avec le professeur Abdou Salam Sall qui était le recteur. Ensuite, il y a eu le recteur, le professeur Salim Dia, et le recteur Tchoub, qui, avec sa touche véritablement d'amoureux de la communauté, qui a remis au bout du jour ce programme-là pour travailler. Maintenant, là, nous sommes en train de voir comment fédérer les universités pour aller vers un impact beaucoup plus important vers nos communautés. Parce que l'université doit être incontournable pour le développement de ce pays. Et les étudiants que nous avons, que ce soit l'université publique, l'université privée, nous n'avons pas encore suffisamment d'étudiants. Mais il faut qu'on aille vers beaucoup d'étudiants pour que les étudiants puissent relever le défi du savoir qui est le soubassement du développement. Et pour le relever, il faut être auprès des communautés, savoir quels sont les problèmes sur lesquels on doit former, parce qu'il ne faut pas former pour former, savoir les contraintes sur lesquelles il faut faire de la recherche, parce qu'il ne faut pas aller faire de la recherche pour des revues internationales, pour sa propre notoriété, mais il faut faire de la recherche pour régler des problèmes de la communauté. Et ça, nous comptons sur les étudiants, et les universités vont certainement
avec le du ministère, travailler à un peu intégrer ces démarches-là pour agir de façon beaucoup plus pertinente et performante et efficiente au profit des communautés. Alors, on va laisser Modou Fall Gueye. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Mme Samba et les autres invités. Bonsoir. Je me réjouis vraiment d'être aujourd'hui présent dans ce panel. Je me présente, c'est Modou Fall Gueye, je suis étudiant en 4e année de thèse sous la direction de ce brillant professeur, Mme Samba Mbaye. Vous allez juste me permettre de vous donner l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse sénégalaise. Professeur, moi j'avais juste une question. C'est la question suivante. Pensez-vous un jour faire de la politique? Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que tout à l'heure, en vous entendant parler, vous avez tout simplement énuméré 3 types de valorisation des résultats de la recherche scientifique. La valorisation de la recherche scientifique, quand je parle de cette valorisation, je fais allusion tout simplement à la valorisation scientifique. Je sais que je suis témoin, je ne sais même pas combien d'articles vous, chercheurs seniors, vous avez publié déjà. Vous avez également parlé de la valorisation sociale. Le cadre rural en est vraiment une parfaite illustration. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la valorisation politique. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je suis sidéré quand j'observe des fois nos pouvoirs publics. La relation qu'ils ont par rapport aux résultats scientifiques. Moi, je crois que pour se développer, il faut impérativement qu'on se base sur les résultats que les scientifiques quand même ont en fait trouvés. Mais le constat est que les pouvoirs publics n'utilisent pas, selon moi, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais selon moi, ces pouvoirs publics n'utilisent pas ces résultats-là pour en fait booster le développement de notre pays. Donc, je sais que vous êtes en train, ou bien l'UCAD, ou bien pas mal d'universités sont en train de faire un travail extraordinaire dans la recherche, si je peux dire ainsi. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui manque, en fait, pour booster, en fait, ou bien pour que ces résultats-là puissent, en fait, être ressentis par le grand public. Donc, ce n'est rien d'autre que ce manque de volonté politique. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question-là. Est-ce que pensez-vous un jour faire de la politique? Je vous remercie. Merci Fall Gueye, comme nous l'appelons. Je suis en train de faire de la politique. Moi, la politique, si c'est pour régler les problèmes de la cité, je suis en train de faire de la politique. Alors, maintenant, est-ce que nous ne devons pas repenser au Sénégal ce qu'on appelle politique? Et pour moi, vous êtes les acteurs qui doivent le repenser. Le repenser, ça veut dire quoi? Partout au monde, vous avez, quand Barack Obama, au plus profond de la crise aux États-Unis, il avait dit, pour cette crise, nous allons nous en sortir parce que nous avons les meilleures universités. Ça veut dire que les gens comprennent le rôle que les étudiants, les professeurs d'université doivent avoir dans le développement, sans pour autant être au devant de la scène politique, sans pour autant être président de la République, sans pour autant être ministre ou je ne sais pas. Ce qu'on doit faire, c'est travailler, nous, en tant que jeunes, parce que demain, vous tous, vous serez peut-être des ministres, vous allez être des directeurs, mais il faudra se rappeler, parce que ce qu'on observe, c'est que quand les gens sortent de l'université et vont embrasser l'autre partie, peut-être qu'il y a d'autres réalités qui font souvent changer. Alors, il faudrait qu'on se dise que quand je fais de la politique, je dois avoir une communauté scientifique, en tout cas derrière moi, pour m'aider à pouvoir régler les problèmes. Dans ce sens-là, nous sommes tous en train de faire de la politique. Maintenant, pour ce qui est de l'engagement politicien, pour aller faire un meeting à Sandiara
demander aux gens ou bien aller dans mon Gaïa natal pour faire un meeting et briguer les suffrages des communautés, je ne me trouve aucune, je veux dire, aucune légitimité, si vous voulez, sur ce cas. Je suis en train de construire en tout cas un parcours, moi, pour me dire que quand je vais dire aux populations, donnez-moi tel aspect, peut-être que j'aurai un brin de compétences qui me permettraient de pouvoir résoudre certains problèmes. Travaillons à ce que les pouvoirs politiques nous rejoignent par la force sur notre terrain. Ce que vous êtes en train de faire, c'est remarquable. Ces sommets que vous organisez entre jeunes, les problèmes même basés sur le savoir, cherchez des spécialistes qui vous diront le changement climatique, c'est quoi au juste, quels sont les leviers. Vous ne pouvez pas, ce que je déplore, allez tout le monde se met dans des programmes de reboisement à perte de vue avec des espèces, 5 espèces qu'on va amener partout au Sénégal sans comprendre quel est l'écosystème, quelles sont les espèces que l'on a dans l'écosystème, comment ces espèces-là sont liées, parce qu'il y a la chaîne alimentaire, il y a les rapports au niveau de la biocénose, il y a des rapports entre les organismes et le milieu. Ça, il faut qu'on le comprenne pour dire, voilà les espèces. Il faut aller vers les communautés pour leur dire quelles sont les espèces que vous aviez avant et pourquoi elles avaient disparu. Est-ce que c'est parce qu'on les a surutilisées ou bien parce qu'il y a un changement d'environnement? S'il y a un changement d'environnement, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres espèces pour les mettre? C'est là le point. Vous-même, les jeunes, faites la politique, mais ce n'est pas aller se mettre à la télé, comme je l'ai dit tout le temps, tirer sur l'un aujourd'hui, s'allier avec lui demain, et essayer d'avoir un poste de ministre pour après se retrouver, changer complètement de discours. C'est très bien. Chacun est en train de faire ce qu'il sait faire le mieux. Moi, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce que je sais faire le mieux, c'est d'être à côté de mes étudiants que vous êtes, d'ouvrir la porte de mon bureau, de vous voir avec votre café, ou mettre mes pieds nus, vous me servez une tasse de thé, on discute science, je fais soutenir des thèses, des masters, je vais vers les communautés, je leur donne ce que je sais faire en encadrant des jeunes, je fais de la recherche. Pour le moment, ma compétence, mes capacités sont là. Si demain, je me retrouve avec d'autres compétences, je ne dis pas que je ne vais pas aller dans ce champ-là, mais on y ira avec d'autres mentalités, d'autres perspectives en tout cas. Merci. Merci, professeur. Alors, on va prendre 2 dernières questions pour terminer, parce qu'on est largement hors time, mais il y avait tellement de choses intéressantes à dire. Donc, on va prendre Ousmane Touré et ensuite Idrissa Ba. Ousmane Touré, très brièvement, votre question pour le professeur. Ok, merci, madame. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui. Bonsoir, professeur. Vraiment, c'est toujours un plaisir en fait, de vous entendre parler. Je me rappelle vraiment des cours qu'on a suivis ensemble avec mes camarades étudiants durant mon master. J'avais juste rapidement 2 questions. Déjà, la première, ça concerne un peu l'action UCAD rurale. Je ne vais pas revenir vraiment sur l'activité citoyenne que je trouve vraiment assez intéressant, mais c'est plus l'action qui est menée aujourd'hui à Niakhène. Est-ce que derrière, vous pensez un peu à essayer de le généraliser, à essayer de le dupliquer dans d'autres régions, dans d'autres villages, chez d'autres communautés en fait? Parce que moi, je suis de ceux qui croient que le développement il vient surtout à la base. On ne peut pas faire du développement top-down. On n'a jamais vu ça en fait. Et c'est aller vers la population, éduquer cette population-là. Éduquer, c'est un mot assez lourd, on va dire. Vous m'excuserez, mais c'est former ces populations-là. Savoir en fait que qu'ils connaissent, c'est vraiment quelque chose d'important, donc donner une valeur à cela, permettre aux étudiants d'aller auprès de cette communauté-là, de faire valoir leur savoir et leur savoir-faire. Je pense que c'est assez intéressant comme projet, c'est assez glorieux et intéressant comme projet qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit le généraliser un peu partout au Sénégal.
D'autant plus que si on regarde en fait le pourcentage de population en fait de ce monde rural aujourd'hui au Sénégal, il est énorme mais malheureusement on va dire que nos États, on le déplore vraiment, ne pensent pas trop à cette population-là. Donc c'est ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pensez élargir ce programme? La deuxième question, c'est tourne autour de la formation. Vous en avez beaucoup parlé et je pense que l'UCAD fait vraiment beaucoup de choses sur le plan de la formation. Mais là, aujourd'hui, on parle d'un élément qui est assez crucial, qui devient, on va dire, un phénomène d'ordre mondial. On parle du climat. Est-ce que derrière l'UCAD, ou bien on va restreindre la chose, on va parler un peu du département de biologie végétale, dans la formation que vous offrez, en fait, est-ce qu'il y a un paquet vraiment dédié, on va dire, au climat, à comment accompagner la population d'un village de Saraya ou d'un village de Medina Yoro Fula à que ces populations-là puissent vraiment anticiper les effets des changements climatiques que nous vivons actuellement sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage ou sur le plan de l'environnement tout simplement. Est-ce qu'il y a un paquet de formation destiné aux étudiants qui demain pourront aller vers ces populations-là, les sensibiliser, les former pour aujourd'hui que le Sénégal également puisse se défendre parce que ça devient un phénomène et que tous les pays sont en train de mettre en place des dispositifs derrière. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas retenu le nom. Ousmane Touré. Touré. Touré Tabek, ouais. D'accord, merci Touré. Alors, voilà, la première question, c'est un peu la duplication. C'est même le principe du cadre rural. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire un modèle à Niakhène. Le modèle, ce qu'on cherche dans ce modèle, c'est un peu la production à faible coût, à haut rendement, capable d'inverser la dégradation des terres et la dégradation de la biodiversité dans des terres semi-arides ou arides. Et ce modèle qu'on est en train de construire, c'est un modèle d'agroforesterie, d'agroécologie, qu'on est en train de travailler, sur lequel on a les cultures pluviales, les cultures maraîchères. Et si le modèle tient et qu'on maîtrise le modèle, on entend dupliquer. J'ai vu une question, est-ce qu'on travaille seulement sur les spéculations de Niakhène? Non. Il y a pas, en fait, le problème, c'était ça. On se disait, à Niakhène, on ne fait pas l'oignon ou bien on ne fait pas telle spéculation. Nous, on a montré qu'il y a des spéculations qu'on pense ne pas être possibles à Niakhène, qu'on a amené à Niakhène. Donc, ce qu'on veut, c'est construire des modèles, mais y aller en comprenant les processus et en bougeant progressivement, en maîtrisant complètement notre stratégie. Et je vous l'ai dit, nous sommes en train de bouger vers Sandiara. Le site de Niakhène, c'est le site pilote. On va continuer à y travailler, à construire le modèle, à travailler sur le modèle. Nous allons faire un autre modèle autour de Sandiara avec le fichier des phosphates. Et il y a d'autres offres et on va comme ça sillonner et mailler un peu le territoire pour amener ces modèles-là, pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier, profiter de leur université, de pouvoir profiter de notre partenariat, du fait qu'on peut amener des personnes pour les financements, pour l'accès à la terre, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui est de la formation, ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? Vous êtes dans le climat. Je sais que vous allez discuter de ça, vous en avez discuté certainement, et demain, vous allez en parler. Nous avons un changement. Il y a des changements climatiques qui se font, qui sont d'ordre naturel et des périodes de glaciation, de réchauffement. Mais ce qu'on a observé dernièrement, c'est qu'il y a un changement où l'impact de l'homme est très ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est appelé, c'est l'ingénierie écologique. C'est-à-dire maintenant, c'est la connaissance qu'on prend et qu'on essaie de faire de l'ingénierie, de la manipulation des concepts en essayant de résoudre des problèmes. Pour cela, c'est vrai, il y a le département de biologie végétale, nous sommes à l'université, il y a des formations de base, de socle, où on va donner aux étudiants des éléments, des notions sur ces aspects. Il y a à côté d'autres instituts, nous avons l'Institut des sciences de l'environnement, où j'ai un brillant collègue, qui est Cheikh Mbow, que vous connaissez certainement, qui a été de notre génération, qui a été à l'Université Cheikh Anta Diop Dakar, que j'ai amené vers 2009 à parler aux étudiants de climat, de réchauffement climatique. Aujourd'hui, qui est allé au programme START aux États-Unis pour le diriger, qui est revenu actuellement, il est en Afrique du Sud pour diriger un autre programme. Donc, nous avons les ressources, nous avons l'ISE, nous avons d'autres
d'autres structures de l'université qui y travaillent. Et il faut qu'on apprenne, et c'est ça mon bataille, à décloisonner les choses, à se dire que ce n'est pas le département de biologie végétale qui doit régler le problème d'un changement climatique. C'est ensemble. Il faut que les sociologues soient là, il faut que la biologie végétale soit là, la biologie animale, la géologie, l'ISE, le département de droit, parce qu'il y a des aspects de droit au niveau de cela. Il y a des aspects d'économie. Parce que quand on parle de biodiversité, de changement climatique, c'est de l'économie autour. Donc, il faudra travailler sur ces aspects. Moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est construire un peu toutes ces alliances décloisonnées, mettre les gens ensemble et trouver des solutions. Mais si je veux, moi, en tant que biologiste, seulement trouver des solutions, je vais ignorer un élément extrêmement important que seul un sociologue pourrait me dire. Donc, il faudrait qu'on soit ensemble pour régler ces problèmes. Ce sera peut-être des formations pluridisciplinaires, ce sera peut-être pas des formations, mais seulement des renforcements de capacités, des formations complémentaires, ou bien peut-être seulement des associations en équipe pluridisciplinaire pour régler un problème. Voilà un peu, Touré. Je vous félicite également pour votre nouvelle formation que vous avez suivie dans ce domaine-là. Et vous avez été primé récemment dans votre formation. Félicitations. Merci, professeur. Alors, on va prendre une dernière question. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur Idriss Abba. Merci, Ndeye-Marie. Bonsoir, professeur. C'est Idriss Abba. Je suis directeur d'une ONG ici au Sénégal. Donc, je suis venu un peu en retard sur le panel, mais je dois avouer que la partie que j'ai suivie, qui était la partie réponse, m'a permis d'avoir un aperçu sur les importants efforts que vous êtes en train de faire pour essayer de valoriser un peu le savoir au bénéfice des communautés. Et je salue vraiment votre ouverture d'esprit pour la mise en œuvre d'alliances multi-acteurs pour apporter des solutions aux problèmes des communautés qui ne peuvent être résolus sans, disons, la valorisation du savoir, qui est le savoir produit au niveau des universités, combiné avec les savoirs locaux, bien sûr. Et j'ai taquiné Ndeye-Marie tout à l'heure par SMS pour lui dire que j'aimerais avoir les contacts du professeur parce que je suis en train de travailler sur un projet qui est un projet de formation, disons, autour des chaînes de valeur agricoles. Donc, que je voudrais bien sûr proposer à l'ambassade des Pays-Bas. J'étais en train de voir les instituts de formation qu'il y a ici, lequel des instituts était le plus mieux placé pour pouvoir être, disons, un partenaire. Mais en vous écoutant, je pense que j'ai trouvé aujourd'hui quand même, disons, un alter ego avec qui je pourrais travailler pour, disons, finaliser ce projet pour, disons, l'ambassade des Pays-Bas, qui est intéressé aujourd'hui à travailler sur cet aspect et qui nous a contactés pour proposer quelque chose. Et je pense que je vais peut-être dès la semaine prochaine vous écrire pour pouvoir trouver, excusez-moi, un créneau pour pouvoir discuter avec vous et échanger autour de cet aspect. C'était juste une contribution. Hein. Donc, pour vous dire que votre discours m'a accroché. Et donc, j'aimerais que le modèle que vous développez à Sandiara, bon, Niakhène, je sais pas, entre Niakhène et Sandiara, c'est tout proche, mais je voudrais que vous touchiez toutes les zones agroécologiques. Et donc, ce sera dans ce cas que le modèle pourra éprouver et donner donc la possibilité d'être disséminé dans toutes ces zones. Et donc, nous, on est prêts à venir regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Merci. Merci Idrissa. C'est avec plaisir. Mon contact, tous ceux qui souhaitent véritablement entrer en contact avec nous, c'est ça que nous voulons d'ailleurs. Nous voulons les plateformes que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est véritablement des plateformes multi-acteurs. D'ailleurs, à Niakhène, nous recevons parfois la visite d'ONG avec lesquelles nous pouvons travailler, ENDA et les autres. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, le plus grand problème que nous rencontrons au Sénégal, c'est ça. C'est-à-dire que l'Université de Dakar va dire que l'Université de Saint-Louis ne sait rien faire. L'Université de Saint-Louis va dire que l'Université de Dakar, ils sont vieux, ils ne savent rien faire. L'ISRA va dire que l'université n'est pas dans la recherche. Le ministère de l'Environnement va dire que non, les étudiants formés à l'Université de Dakar ne sont pas bons. Alors, et c'est ça notre problème. Le problème, c'est que quand une communauté rencontre une contrainte, il faut que les fils de cette communauté se retrouvent autour de la table pour trouver des solutions. Et aucun discours n'est idiot.
C'est-à-dire il faut écouter les gens. C'est-à-dire qu'on doit se mettre ensemble, s'écouter. Toutes les questions abordées, les discours, on peut en ressortir avec, agrandir en réalité. Et donc, nous sommes véritablement ouverts pour ce type de partenariat, pour essayer de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Et j'ai vu quelqu'un demander, est-ce que l'UCAD rural travaille dans la sécurité alimentaire? J'étais en train de parler à l'Afrique il y a près de 15 jours sur les aspects Covid et sécurité alimentaire, où le MSU, Michigan State University, avait organisé un panel africain avec 9 universités et puis le Michigan State University, et je devais prendre la parole. Ce que je disais sur la sécurité alimentaire, c'est ceci. Nous, au Sénégal, les problèmes d'alimentation se sont posés de façon accrue quand la colonisation est venue. Avant, nous avions nos 3 repas, tranquillement, chacun dans son coin. Le Diola mangeait son kaldou. Moi, à Gaïa, je mangeais le gar, le mythe. Quelqu'un du Serer mangeait de Bambay son lahu tchahan. Et on n'était pas dans ces problèmes. Maintenant, on a diversifié et les cultures de rente sont arrivées et on a des problèmes maintenant pour résoudre nos problèmes d'alimentation parce qu'il y a une concurrence dans l'utilisation des terres. Et nous sommes dans la nostalgie de l'autosuffisance alimentaire avec tous les programmes des États qui sont là pour dire autosuffisance, mais ça c'est une nostalgie. On ne peut plus se mettre dans une sorte de dire que je vais avoir l'autosuffisance en riz. Maintenant, on est dans la sécurité alimentaire où il faut produire, mais il faut également aller acheter. Et l'université, l'UCAD rural et les universités, j'allais dire, travaillent dans cet aspect de sécurité alimentaire. L'UCAD rural en premier, en essayant de produire auprès des populations et de faire de telle sorte que les populations puissent avoir de l'argent pour acheter ce qu'ils veulent, mais aussi pour produire ce qu'ils peuvent manger. Et à l'université, je vous apprends également que nous avons un centre d'excellence qui est financé par la Banque mondiale, qui va démarrer ses activités au mois de... Ça a démarré d'ailleurs, qu'on appelle AgriSan, Centre d'excellence en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le débat, il est là. Nous voulons... Il y a la nostalgie de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité de la sécurité alimentaire. Mais demain, nous devons aller vers la souveraineté alimentaire en ayant nos propres politiques pour définir ce que nous voulons manger, comment nous allons le manger, et comment nous allons produire et vers quel pays nous allons nous tourner pour faire nos provisions. Voilà un peu, Marie, ce que je voulais dire. Je ne sais plus quoi dire. Ça a été vraiment une discussion très, très intéressante avec des interventions, un parcours exceptionnel, une nomination qui tombe le jour de cette discussion. C'est vraiment une discussion qui, je pense, va entrer dans les annales carrément. Donc, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu faire passer leurs questions. Donc, on a largement, je pense, dépassé l'horaire qu'on s'était fixé, mais je ne pouvais pas arrêter une si belle discussion. En tout cas, moi, personnellement, je vous remercie, professeur. Je sais que vous êtes énormément occupé de nous avoir accordé ce temps, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous avoir raconté votre parcours et toutes ces étapes qui vous ont mené aujourd'hui à ce résultat. J'espère que ça a inspiré certains, j'espère que ça a motivé et que ça a donné des idées à beaucoup. J'espère voir aussi des axes de collaboration entre le professeur May et M. Idriss Abba, par exemple, parce que je sais qu'un énorme travail peut être fait entre vos deux entités. Et je vous remercie tous pour vos questions. Alors, professeur, vous avez un dernier mot pour nous, pour clôturer cette séance? Alors, c'est juste un mot véritablement d'encouragement parce que quand les Wolofs disent jaajëfu digg bëccëg wàcceewu la daf la war a yokk jom. Nous sommes tous, moi comme vous. Moi, je suis en train de travailler. Pour moi, je suis au début presque d'une carrière malgré tout ce que nous avons fait. Vous êtes des jeunes, vous devez porter le développement de ce pays. Je vous encourage, je sais que vous êtes en train de beaucoup travailler et je l'ai dit partout la dernière fois à la télé, je le disais, j'ai vu des jeunes qui sont très bons.
il faut que l'on les appuie, qu'on les encadre, qu'ils sachent exactement où aller, comment y aller, mais derrière, ne pas être devant pour les tirer, mais être derrière pour les aider, pour les appuyer. Je voudrais, pour finir, vraiment remercier ma communauté de base qui est Gaé. C'est mon village. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est la localité que j'aime le plus au monde. C'est parce que j'ai été bercé très jeune à côté du fleuve, en train d'aller faire de pêcher, de jouer au football, d'être avec des amis. Je ne change pas souvent d'amis, que je ne vois presque plus, mais que j'aime tant. Et pour la petite histoire, quand vous avez posté cet événement-là, mon village, je pense qu'il y a eu un engouement tel, c'est comme si j'ai été nommé ministre pour ce panel. Ils se sont tous, et je pense qu'il y a même, j'ai vu du village qui sont dans le panel, parce qu'ils se disaient même que j'étais promu, alors qu'il y avait la nomination. Je savais que j'étais déjà nommé directeur de cadre, mais l'arrêté n'était pas encore sorti. Mais le village, je vous assure, nous avons un truc qu'on appelle Gaé Info. L'information est passée, les gens ont fait des témoignages, moi qui me surprenais, parce que c'est des personnes que j'avais même oubliées, des personnes que j'avais perdu de vue quand j'étais très jeune, qui faisaient même des témoignages sur ma modeste personne. Ils se sont tous véritablement levés comme un seul homme pour me souhaiter véritablement de la réussite. Mais cet engagement, mon discours qui est plein de... Je suis comme ça, je suis très, très, très chaud quand je parle. C'est depuis jeune. Je ne faisais que ça quand j'étais jeune. Je travaillais dans les aspects de développement de ma localité, du truc. Et quand ils ont vu ça, ils pensaient que j'étais déjà nommé même ministre. Donc, je les remercie. J'utilise ce panel-là parce que je sais qu'il y en a certains qui sont là pour transmettre véritablement ces remerciements. Comme le disait Maudou Falgué tout à l'heure, est-ce que je fais de la politique? C'est ça qui est mieux même que la politique. Pour ma communauté, je suis en train de faire des choses, ils me suivent. Tout ce qui est lié à mon nom, ils sont déjà au courant et donc ça nous alerte pour qu'on soit encore plus prudent dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je vous remercie parce que je sais que, bon, je vous souhaite la baraka, mais vous en avez déjà. Quand vous organisez ces 6 jeunes avec votre parcours, machallah, je prie toujours pour vous parce que je vous suis. Je suis quelqu'un qui travaille, qui regarde les réseaux. Je suis inactif. Je regarde les réseaux sociaux. Tout ce qui passe, je regarde. Parce que j'ai mon téléphone. Même quand je fais mes prières, je ne peux pas m'empêcher de regarder et de voir ce qui se passe. Et je vous suis de très près par tout ce que vous êtes en train d'avoir d'abattre comme travail. Je pense que c'est la voie. Continuer comme ça pour impacter notre communauté, pour changer les mentalités, pour développer le pays. C'est possible. Quand je suis allé aux États-Unis, la première chose que j'ai faite, quand je me suis installé dans l'hôtel, j'ai écrit un mail à un ami pour lui dire ce que j'ai vu ici, il n'y a rien de diable. Au Sénégal, nous pouvons nous développer. Et donc, il faut juste qu'on y croit, qu'on essaie de mettre nos forces autour de cela pour nous développer. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Les autres jeunes qui sont dans le panel, qui n'ont pas pu prendre la parole, je les remercie d'avoir consacré le temps pour m'écouter. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, comme je vous l'avais dit dans mon message, mais j'ai une conviction quand même que je peux partager avec des jeunes. J'ai eu la chance d'avoir côtoyé des personnes plus âgées que moi qui m'ont formé et aidé. Et ça, il faut qu'on le retourne à la jeunesse pour que vous soyez véritablement armés et que vous soyez armés de savoir, de volonté, de courage, parce qu'il faut qu'on puisse récupérer notre dignité, récupérer notre souveraineté et nous développer comme tous les autres. Merci beaucoup. Merci, professeur. C'est sur ces belles paroles que nous allons clore ce story time. Je pense que tout le monde l'a beaucoup apprécié. On se donne rendez-vous pour la suite du sommet climat qui va continuer demain et après-demain dimanche. Ça a vraiment été un honneur de vous recevoir. Amine pour toutes les prières et je souhaite toute cette réussite à tous ceux qui vont préparer à l'activité, à tous les jeunes qui agissent de façon visible ou pas au Sénégal. Merci beaucoup, professeur, encore une fois. Ça a été un honneur de vous recevoir. Et très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.
Merci. Merci.